Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler MotoGP, on va parler sport mécanique à deux roues, on va faire le débrief du Grand Prix d'Andalousie, Grand Prix qui a été peut-être moins animé que la semaine dernière sur le circuit de Jerez de la Frontera, parce que je rappelle qu'on retournait sur le circuit de Jerez de la Frontera comme en Formule 1, où on avait fait les deux premières courses au même endroit. Course un peu moins animée, dominée par Quartararo. Ça, on va pas laisser de suspense. Je pense que si vous regardez ce débrief, c'est que vous avez vu qui a gagné la course. Domination Honda, malgré tout des doutes du côté de chez Honda, et on en parlera quand on débriefera des pilotes de cette marque. Et puis on va voir également un Marquez qui a tout tenté pour revenir, et je parlerai également de Marc Marquez. On parlera je crois de toutes les marques. Oui, parce qu'il y a Ducati, il y a Aprilia, il y a KTM, il y a Honda, il y a Yamaha, il y a tout le monde dans ce débrief, c'est fantastique. Mais un Grand Prix qui a été, peu animé par rapport à la semaine dernière, encore une fois. Grand Prix qui s'est déroulé dans des conditions extrêmement difficiles. 39 degrés dans l'air, plus de 60 sur la piste. On avait un endroit sur la piste où c'était 63 degrés. Autant vous dire que les pneus ne marchaient absolument pas dans ces conditions-là. Donc c'était vraiment très touchy. Et ça a été un Grand Prix compliqué pour KTM, par exemple. Mais même s'il y a beaucoup d'abandons au final, parce qu'on n'a que 13 pilotes qui ont fini, la course ça a été surtout une course à l'élimination avec beaucoup de problèmes mécaniques pour beaucoup de pilotes. Bon, on va revenir sur tout ça. On va commencer tout de suite, pour éviter que cette vidéo soit trop longue, par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on commence avec Johan Zarco, parce que le bilan des Bleus est plutôt très intéressant ce week-end, avec 2 Français dans le top 10. Du côté de Johan Zarco, alors d'un point de vue, si on prend le week-end d'un point de vue comptable, 9e place, 15e en qualif, c'est mieux. Certes, ça c'est d'un point de vue comptable. Si on prend d'un point de vue performance pure, le week-end est un petit peu plus en demi-teinte, parce que le vendredi est encore une fois plutôt bon. Deuxième séance d'essai libre, il est dans le top 10, il est plutôt dans un bon rythme, il suit bien Fabio Quartararo. Il y a une petite chute encore dans un virage, la fameuse épingle, mais qui n'est pas facile à négocier, cette épingle au bout de la ligne droite. Ensuite, malgré tout, le samedi est pas dingue. Encore une fois, il est en retrait le samedi. Enfin, un peu plus en retrait, surtout en qualif en fait, parce qu'en EL3, EL4, il y a encore un bon rythme, mais quand il faut accélérer, quand il faut tout donner sur un tour lancé, en time attack, là, il a beaucoup plus de mal, Johan Zarco. Pour l'instant, en rythme de course, il est plutôt pas trop mal. Bon, là, il est un peu plus en retrait, mais je pense qu'il n'a pas voulu prendre trop de risques sur ce Grand Prix. Il savait qu'il allait avoir pas mal de chutes. Fini quand même avec une vingtaine de secondes de retard, je crois. 23 secondes voilà, de retard sur Fabio. Mais ça fait sur la meilleure Ducati, donc qui est celle de Dovizioso, il est qu'à 10 secondes de Dovizioso. Donc c'est un retard par rapport au Ducati totalement relatif. Je rappelle que le circuit de Jerez n'est pas un circuit idéal pour Ducati. Malgré tout, en performance sur un tour, il en manque aujourd'hui. Alors je pense que c'est un problème tout simplement de confiance pour Johan Zarco. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'année dernière a quand même été assez compliquée chez KTM, avec une moto qui ne convenait pas à son pilotage, une situation en interne qui n'était pas facile, beaucoup de changements dans son entourage aussi depuis 1 an et demi à Johan Zarco. Et c'est vrai qu'il repart en termes de confiance de très très bas. Et on sait très bien que dans les sports mécaniques, quand on manque de confiance, on a du mal à être rapide sur un tour. Quand vous êtes rapide sur un tour, il faut tout donner en qualif. C'est full attaque. Et pour pouvoir réaliser ça, il faut avoir confiance entièrement dans sa machine et également dans ses capacités. Je pense que là-dessus, il est encore un petit peu en délicatesse. Par contre, sur un rythme de course, on a vu, il est très régulier, il est dans le top 10 pendant tout le week-end. Alors là, il profite quand même des abandons devant lui. Badaya qui abandonne. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à rester dans la roue d'Alex Marquez, qui partait derrière lui. Mais il y a du mieux. Il faut quand même rappeler que c'est un circuit qui ne convient pas au Ducati. On va arriver là dans 2 semaines à Brno, plus les 2 Grands Prix en Autriche. Ça va vraiment être
Très intéressant pour lui à partir dans 2 semaines, quoi. Là, normalement, il va falloir qu'il montre de quel bois il chauffe. Surtout, je rappelle qu'à Brno, l'année dernière, sous la pluie, il faut le rappeler quand même également, il s'était qualifié 3e sur la grille de départ. Donc, c'est plutôt un circuit qui est bien pour lui, à Johan Zarco. On continue donc avec les Français. Fabio Quartararo, week-end étincelant encore de Fabio Quartararo. Il a été en tête quand il le fallait, c'est-à-dire en qualif et en course. Peut-être moins à l'aise, là aussi, en tour qualif. C'est vrai, un peu plus en retrait, ça joue à quelques centimètres, sa pole position, ça joue aux quelques centimètres dans le vert, hors piste de Vignales, qui ont fait annuler son tour. Après, Fabio était un peu plus en retrait ce week-end en termes de rythme pur en qualification. Par contre, en course, il était encore une fois intouchable. Gestion dans les pneus qui, je pense, est vraiment étonnante parce que les autres pilotes Yamaha n'arrivent pas à aussi bien gérer les pneus. Après, encore une fois, il faut relativiser aussi dans les performances de Fabio, c'est que c'est un circuit qui a toujours plutôt bien convenu à la Yamaha, que ça soit avec Rossi ou avec Lorenzo. Donc c'est un circuit qui convient aux motos qui sont plutôt techniques, qui ont un bon châssis, une bonne qualité cycle. C'est le cas de la Yamaha, ça a toujours été le cas. Yamaha a toujours été en retrait en puissance. Par contre, c'est une moto qui, au niveau de la qualité du comportement, a toujours été idéale. Donc ça, c'est sûr que cette version 2020 reste dans cette lignée-là, même si Fabio nous disait qu'elle était un peu plus difficile à piloter, cette version 2020. Ça reste quand même un moteur avec un 4 en ligne, c'est pas un V4, donc foncièrement c'est moins brutal, mais aussi moins puissant, et au niveau des moteurs, Yamaha est un petit peu en difficulté. Donc Quartararo, en termes de rythme, pour le moment, il est au-dessus, ça c'est clair et net, la performance était là. Bon week-end, il s'est pas affolé non plus. Il prend un bon départ, pas mal attaqué par Vignales sur le premier tour. Ensuite, il arrive à répliquer à la fin du premier tour, et puis derrière, il s'envole. Incroyablement bien. Certes aidé par Rossi, qui a longtemps, je pense, gêné Vignales, mais qui faisait sa course. Ensuite, de toute manière, les autres Yamaha étaient un peu plus en retrait parce que Naya, le seul qui pouvait un petit peu le challenger, s'il avait été mieux classé, enfin s'il avait pris un meilleur départ, c'était Bagnaia. Si Bagnaia prend un meilleur départ, c'est vrai que c'est le seul qui aurait pu rester dans sa roue, je pense. Après, pas de chance, il a eu un problème mécanique. Mais non, Quartararo, il a été seul au monde sur ce week-end. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il a dominé comme dominé Marquez l'année dernière. Donc excellent Grand Prix. Après, de là à jouer le titre, faut encore attendre. On n'est qu'au deuxième Grand Prix. Certes, il a pris 50 points. Après, Yamaha est en difficulté avec ses moteurs. Morbidelli a encore cassé un moteur en course. Vignales et Rossi ont tapé beaucoup dans leur moteur, dans leur quota de moteur. Et en plus, du côté de chez Yamaha, Lin Jarvis a très clairement indiqué ils ne savent pas encore quel est le problème. C'est pour ça qu'ils ont remonté les moteurs au Japon, un moteur de Vignales, un moteur de Rossi qui a remonté au Japon, mais ils ne savent toujours pas le problème moteur autour de Yamaha, de ces Yamaha. Donc c'est un peu inquiétant pour la suite de la saison, surtout qu'on va arriver sur 3 Grands Prix qui vont être des Grands Prix très exigeants pour les moteurs. J'ai envie de dire que la suite là, de la saison va être très exigeante pour les moteurs parce qu'on a Brno, on a ensuite le Red Bull Ring 2 fois, et puis on aura certes la Catalogne qui a quand même la longue ligne droite en Catalogne, surtout qu'il pourrait faire très chaud en Catalogne encore une fois. Et puis après derrière c'est Misano en septembre, donc pas un circuit facile non plus. Donc on arrive quand même sur des circuits assez exigeants pour les moteurs, et on peut être inquiet sur les quotas moteurs, surtout que je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas que si vous dépassez votre quota moteur, la pénalité elle est très dure, vous partez des stands. Donc c'est-à-dire que c'est impossible de prendre plus de 2 ou 3 points sur ces grands prix là, vous partez des stands. Donc voilà, ça veut dire perdre beaucoup de points, et donc on pourrait dire que Quartararo aujourd'hui, il a une vingtaine de points d'avance sur ses adversaires, pas beaucoup plus. Donc il faut relativiser le fait qu'il puisse dominer la saison. Encore une fois, en plus, on va arriver sur des circuits où Ducati va être très très fort, où Honda, Marquez, il a pas laissé tomber, loin de là. Donc ça va être une saison très intéressante parce que c'est vrai que la blessure de Marquez nous relance quand même bien la saison.
Le niveau de Quarta également, le fait que Quartararo soit très fort, c'est bien aussi pour cette saison-là, parce que Marquez va pas dominer autant que l'année dernière, mais il va y avoir une belle bagarre, et rien n'est joué encore pour le titre. C'est bien qu'il ait pris ses 50 points, maintenant à lui de continuer à prendre de l'avance sur ses adversaires sur les prochaines courses, parce que en fin de saison, il en aura besoin de cette avance. On passe au pilote au top, on va essayer que cette vidéo dure à peu près 20 minutes, un peu moins que la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'était plus de 30 minutes, c'était un peu long. On commence avec Valentino Rossi, du côté de Valentino Rossi, bon Grand Prix pour Valentino, malgré... c'est toujours mi-figue, mi-raisin sur ce week-end de Grand Prix Valentino, c'est-à-dire plus à l'aise le matin que l'après-midi, ça c'est clair et net. Mais en course ça s'est bien passé, alors de manière assez étonnante. On sent quand même que sur les sessions de l'après-midi, que ça soit les EL2 où il était un peu mieux quand même, on le sentait un peu mieux que la semaine dernière. Il a beaucoup travaillé avec ses ingénieurs parce qu'il voulait comprendre pourquoi ça ne marchait pas sur ce circuit. Je pense que Michelin également a essayé de lui expliquer certaines choses dans son pilotage. Et de toute façon, il l'a dit en interview, il a changé sa manière de travailler sur ce week-end de course. Donc par rapport à ce qu'il faisait auparavant l'année dernière ou les saisons précédentes, où on savait que dès qu'il faisait chaud, il était en difficulté. En course, il était plutôt en difficulté aussi parce que souvent il s'écroulait l'année dernière. On a vu en fin de saison, parfois il s'écroulait complètement en fin de course. Donc le problème du pneu pour Rossi est pas nouveau. C'est un problème qu'il a déjà eu l'année dernière, où il avait été performant, mais sur des circuits où il faisait pas très chaud. On se souvient que sur des circuits où... il avait beaucoup de mal à la gestion même des pneus, parce que je me souviens au Mans, par exemple, en qualification, ça avait été une catastrophe, alors qu'en essai, il était très fort. Enfin voilà, il a un problème avec la gestion des pneus depuis quelques années aussi. Et là, ça a été beaucoup mieux en course, où il a aussi profité des abandons des autres pilotes, mais il a résisté au retour de Nakagami. Il a résisté pendant très longtemps en Vignales aussi. Et derrière, il n'a pas tenté de résister face à Bagnaia, mais Bagnaia qui a été assez intéressant dans sa tentative de dépassement, mais Rossi, sur ce week-end de course, n'a pas grand-chose à lui reprocher. Contrairement à la semaine dernière où je lui avais reproché beaucoup de choses, cette semaine, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Il a fait vraiment une très très bonne course. Troisième, on sentait que sur le podium, il était content. C'est-à-dire que Rossi, certes, depuis quelques années maintenant, quand il fait des podiums, il est content. Mais là, c'était pas content, c'était vraiment de la joie et on sentait mentalement, ça lui faisait vraiment du bien, cette victoire. C'est-à-dire quand tu le vois passer à côté de son équipe en Moto 2 avec Bezzecchi et Marini qui le félicite, qui l'embrasse chaleureusement, c'est même surprenant. Il est quasiment resté plus de temps avec son équipe de Moto 2, Moto 3, la VR46, qu'avec les mecs de Yamaha. Je pense qu'il y a un problème avec les mecs. C'est pour ça que le contrat chez Petronas il est toujours pas signé. Je pense qu'en termes de relations, c'est un peu complexe en ce moment entre Rossi et Yamaha. On attend toujours le contrat, il est toujours pas signé. C'est un peu comme Dovizioso, ça commence à s'éterniser cette affaire-là. Après, là, il arrive un peu mieux en odeur de sainteté avec ce podium que la semaine dernière pour négocier un contrat. C'est un petit peu plus facile pour Valentino Rossi cette semaine. Mais très bon week-end, très bonne course. À lui de continuer, de poursuivre dans cette voie-là. Et peut-être qu'il pourra, après un 235e podium, peut-être en avoir un 236e, un 237e. Et pourquoi pas une nouvelle victoire en Grand Prix pour Valentino Rossi, qui commence à remonter sa dernière victoire en Grand Prix. Je sais même plus. Tellement ça date d'il y a longtemps. Donc il a envie de se refaire la cerise. C'est vrai qu'il a raconté qu'il avait connu une période difficile. Et tu sentais que mentalement, c'est ça que j'ai aimé, que ça avait été difficile et qu'il était content de cette victoire. On continue avec Pecco Bagnaia. Pourquoi je mets Pecco Bagnaia ? Parce que ceux qui n'ont pas regardé la course pourraient dire il abandonne encore, sauf qu'il abandonne sur un problème mécanique et que son week-end de course a été sensationnel. 3e en qualification, il a été quasiment tout le temps plutôt bien passé. Là je regarde EL3 5e, en EL2 il était 9, EL1 il était loin en EL1, je crois me rappeler, il était 17e. Mais il travaillait, je pense, des pièces ou des choses comme ça. 6e en EL4, en qualif, donc 3e. Warm-up, là que je reprends le warm-up, il était 4.
Et puis en course, c'est le seul qui arrivait à aller chercher le rythme de Quartararo sur certains tours, hein, encore une fois. Sur 2-3 tours, il arrivait à faire les mêmes chronos que Quartararo, et puis ensuite Quartararo s'envolait. Dommage, c'est cette panne moteur pour Pecco Bagnaia. Alors, est-ce que du côté de chez Pramac, on a été un peu présomptueux sur les entrées d'air sur ce week-end de course pour gagner 1 ou 2 km en ligne droite? Est-ce que c'est tout simplement une casse parce que la chaleur était vraiment intense sur ce circuit et qu'il est resté un peu trop longtemps derrière Rossi et qu'à ce moment-là il a eu une surchauffe et que le moteur n'a jamais réussi à refroidir? Enfin, là, c'était vraiment une casse. La casse de Pecco Bagnaia, c'est vraiment une casse où le moteur a cédé, pam, d'un coup. C'est pas la casse de Morbidelli où tu sens que Morbidelli, le moteur a l'air de se mettre en mode sécurité d'un coup. Là, le moteur a vraiment pété. Il a fait une soupe de bielle, comme on pourrait dire. Certainement dû à la forte chaleur pour Bagnaia. C'est dommage. Après, j'ai bien aimé, par contre, son attitude après son abandon parce qu'il aurait pu être vraiment énervé, vraiment en colère dans son stand, et tout de suite il est rentré dans son stand, il a enlevé son casque, tout de suite il débriefait assez vite sa course, il avait un petit geste pour ses mécanos très vite, et puis même en interview il a dit: je peux pas être mécontent de ce week-end-là, c'est mon meilleur week-end en Grand Prix. Et déjà que la semaine dernière, parce que je l'avais pas signalé dans les plus et dans les tops et les flops, il avait fait déjà un très bon week-end. La déception, c'était son résultat en course, mais en EL1, EL2, qualif, il avait été très bon. C'est vrai qu'en course, ça avait été un peu moins ça, mais il avait été très satisfait de son week-end. Il avait dit que c'était son meilleur week-end en MotoGP depuis le début de sa carrière. Bien là encore, ça s'améliore. Et c'est bien pour Pecco Bagnaia parce qu'il est mis sous pression quand même un petit peu par Ducati qui lui dit très clairement qu'il est en compétition avec Johann Zarco. Alors, on pense que c'est la moto de Pramac, mais tant que Dovizioso n'a pas signé son contrat, on pourrait penser que c'est pour être le coéquipier de Jack Miller. Il a quand même un avantage, Bagnaia, c'est d'être italien, donc pour être dans l'équipe 1, c'est quand même forcément un avantage. Mais là, il montre vraiment, avec son style de pilotage, qu'il est très performant, qu'il s'est adapté enfin à la MotoGP. Il lui a fallu un an, mais là, maintenant, il est vraiment bon et prêt pour la Moto Grand Prix. Et que c'est pas un champion du monde Moto2 au rabais et qu'il est vraiment au top maintenant, parce qu'on avait des doutes sur Pecco, et là il est vraiment bien. Il a fait encore une très très bonne course, et qu'il continue comme ça, il va arriver sur des circuits où normalement sa moto devrait être performante. Donc à lui de poursuivre sur cette voie-là, si en plus il a l'air d'être très à l'aise avec la machine. On continue et on termine avec ses pilotes au top, avec Nakagami qui finit 4e du Grand Prix. Là aussi c'est un peu comme Bagnaia, sauf que là il y a les résultats qui sont en termes de points, d'un point de vue comptable, là il y a vraiment les résultats. Nakagami, il finit 4e, il a réalisé un très bon week-end de course. Takaaki Nakagami, tout le temps présent dans les top pilotes, c'est-à-dire tout le temps dans le top 6, dans le top 7, surtout le week-end. Et puis après, ça fait du bien aussi, parce que là en ce moment chez LCR, on avait un peu la soupe à la grimace avec la chute de Crutchlow. Le week-end dernier n'avait pas été aussi bon pour Nakagami, c'était pas mal, mais encore une fois, il était un peu dans la même lignée que la saison précédente, c'est-à-dire fiable, mais ça manquait de vitesse pure, de rythme sur 1 ou 2 tours. Il était performant sur toute la course, mais il avait du mal à être performant sur un tour lancé, c'est-à-dire en vitesse, c'était un peu limité. Là, en vitesse, il nous a montré des très belles choses. Il revient fort sur Rossi en fin de Grand Prix. Il devance assez largement Johan Mir et Dovizioso. Donc vraiment, bon week-end de course pour Nakagami, et qu'il continue comme ça sur la suite de la saison également, le pilote japonais. On passe au pilote flop sur ce week-end du Grand Prix d'Andalousie du côté des Jerez de la Frontera. On commence avec une équipe. Vous savez, c'est pilote ou équipe flop. Chaque fois, je dis les bonnets d'âne, mais ça convient également aux équipes. Et on commence avec KTM. KTM, week-end difficile pour l'équipe autrichienne et pour Tech 3. Je mets les deux ensemble parce que pas verni en termes de résultats. C'est-à-dire que en essai, ils étaient vraiment très rapides comme la semaine dernière. Oliveira, très fort, très bien qualifié, sa meilleure qualif pour Miguel Oliveira qui partait 5e juste derrière Rossi. Puis vraiment performant, on sentait Oliveira à l'aise sur la moto. Brad Binder, dommage, quelques erreurs comme Paul Espargaro dans l'équipe 1, mais en rythme pur, ils étaient présents. Iker Lecuona plus en retrait sur ce week-end de course que la semaine dernière, mais il y avait... il n'était pas non plus complètement largué, Iker Lecuona. Et puis après,
Course compliquée. Hein, Oliveira et Brad Binder qui se rentrent dedans l'un contre l'autre. Iker Lecuona qui tombe. Il y a eu beaucoup de chutes Iker Lecuona surtout le week-end. Brad Binder qui abandonne. Ensuite, mais qui a été un peu trop excité, Brad Binder. Et à la fin, on n'a qu'une 7e place de Paul Espargaro, alors qu'on pouvait s'attendre à peut-être mieux, surtout vu les abandons de devant avec Pecco Bagnaia et d'autres. On pouvait s'attendre à Miguel Oliveira également, on pouvait s'attendre à un peu mieux d'Andrea Dovizioso. Donc au final, que les points de la 7e place, Tech 3 0 points. Enfin voilà, week-end difficile pour l'équipe française. Et pour l'équipe Factory, pas non plus exceptionnel en termes de résultats, c'est dommage. Je trouve du côté de KTM de ne pas être verni, surtout que là c'était des points faciles à prendre, peut-être que sur d'autres circuits, ça sera un peu plus difficile pour eux, et c'est dommage de ne pas réussir à choper des points pour KTM. Je poursuis avec Marc Marquez, vous allez voir les flops, ça va être un peu plus condensé. Du côté de Marc Marquez, pourquoi je mets Marc Marquez en flop ? Certains disent... le fait d'avoir voulu faire ce Grand Prix, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Bon, vous avez toujours les fanboys, comme j'ai eu des fanboys sur ma vidéo sur Chris Froome, qui sont pas du tout objectifs. Vous avez également des fanboys, comme à l'époque de Rossi, mais pareil avec Marquez. Moi, j'ai trouvé ça alors, soit je suis peut-être complètement con, j'ai trouvé ça complètement stupide de la part de Marc Marquez. Imaginons qu'il tombe en EL3. Et qui se pète la clavicule ou qui se repète le bras de manière plus grave. Il participe pas au Grand Prix et en plus peut-être qu'il est obligé également d'annuler sa participation à Brno ou en Autriche et là la saison est complètement morte. C'est là où c'est stupide. On savait qu'en termes de rythme pur, il pourrait pas être là. Parce que c'est une fracture au niveau du bras, c'est un endroit important du corps. Je vois pas pourquoi il a tenté le coup quand même. Il fallait. On sait que 50 points c'est récupérable pour Marquez sur ces dernières années. Donc c'était pas non plus un écart de points énorme. Bon voilà, c'est de chute. Bon, mais on sait que cette année en moto, il y a plusieurs pilotes qui vont tomber, il y a des pilotes foncièrement qui vont se faire mal. Là, je comprends pas pourquoi il a voulu revenir aussi vite. Peut-être qu'il a pas confiance. Alors peut-être que c'est Honda qui l'a forcé. Là, il semblerait que Honda ne l'ait pas forcé. Mais c'est stupide parce que il pouvait faire appel à Bradle, peut-être même à Bautista, qui est en Superbike, et le Superbike qui n'a pas encore repris, qui est un pilote qui est au top de sa forme et qui est plutôt très performant, ou mettre Nakagami sur la moto officielle. Enfin, il y avait plein de possibilités pour eux pour marquer des points. Et je trouve que là, d'avoir voulu participer coûte que coûte, c'était complètement débile. Il n'a pas réussi à tenir. Heureusement, il n'est pas tombé, mais encore des fois, c'est né du miracle tellement... Quand on le voyait à certains moments, la moto complètement en travers sur les freinages parce qu'il ne pouvait pas contrôler sa moto. Et je trouvais même ça à certains moments dangereux. Et là, je me dis, cette semaine quand même, on a eu Rins, donc avec une épaule complètement pétée. Crutchlow, bon encore, c'était un petit problème, Crutchlow, on va dire, physique. Et la Marquez, on se demande, qu'est-ce qu'il faut avoir pour ne pas pouvoir participer à un Grand Prix, pour être déclaré unfit sur un Grand Prix. Parce que là, Marquez, c'est pas normal qu'il ait pu passer les tests médicaux. Ce n'est pas normal. Et moi, je trouve que c'est un problème aujourd'hui qu'un pilote comme Marquez ait pu passer les tests médicaux. Alors, est-ce que c'est parce que c'est Marquez et donc il y aurait 2 poids 2 mesures? Mais je trouve pas ça normal et je trouve ça très inquiétant sur la sécurité sur les Grands Prix et l'intégrité physique des pilotes qui soit remise en cause comme ça aussi facilement. La clinique médicale, là, je trouve cette semaine n'a pas bien fait son travail et je suis assez déçu par la clinique médicale. De toute façon, même sur Twitter, ça revenait assez régulièrement le fait que pour être déclaré, pour pouvoir piloter, il fallait juste lever le pouce, quoi. C'est un peu l'impression qu'on avait. Et puis on finit avec Paul Espargaro, avec Alex Espargaro. Pourquoi j'ai mis Paul Espargaro sur ma feuille? Le pilote Aprilia, parce que 0 points encore ce week-end, 0 points depuis le début de saison, beaucoup trop de chutes. Il a chuté 2 fois en qualification, je crois qu'il doit être à 4 ou 5 chutes sur la fin du week-end, donc c'est beaucoup trop de prise de risque de la part d'Alex Espargaro, un peu comme Brad Binder
À un moment, il faut se calmer. Certes, il nous dit je suis obligé de faire ça pour être dans le rythme. Oui, mais ce qu'on attend aussi, c'est que tu marques des points. Pour l'instant, tu as 0 points. Ton coéquipier, qui est pour l'instant à la rue en termes de rythme, Bradley Smith, lui, il en a marqué quand même plus d'un de points. Je crois qu'il a 5 ou 6 points. Et pour l'instant, il n'y a que lui qui a marqué des points pour l'équipe. Donc c'est quand même plus inquiétant, surtout que lui, il n'est même pas numéro 2. C'est un faire-valoir, techniquement, Bradley Smith. Il est là parce que Yannone est suspendu pour dopage. Et parce qu'il n'y avait personne de disponible, d'autres pilotes intéressants. Sinon, il serait parvenu chez Aprilia. Vu ses wildcards l'année dernière, techniquement, il serait parvenu. Donc ouais, non, vraiment terrible, je trouve, pour Alex Espargaro, qui doit faire attention parce que techniquement, c'est le leader de l'équipe. Dovizioso est quand même sur le marché. Alex Espargaro, il a fait quelques coups d'éclat chez Aprilia, mais pas tant que ça non plus. Depuis son début de carrière en MotoGP, c'est pas non plus la joie et par rapport à ce qu'il est arrivé à faire en 125 cm3 par exemple. Donc c'est un pilote qui je pense, est sur la sellette. Et donc c'est vrai que là, il va falloir un petit peu qu'il sorte les doigts du cul s'il veut conserver sa place, parce qu'on sait quand même qu'Aprilia, plus d'une fois, ils ont viré les pilotes assez sèchement. Faudrait pas que ça arrive à Alex Espargaro, parce que sinon je pense qu'il aurait du mal à retrouver un bon poste dans une très bonne équipe, le pilote espagnol. Eh bien, on va passer tout de suite au classement. J'allais faire la fin de la vidéo comme d'habitude, parce que je vous dis qu'on fait un point sur les classements comme à chaque fin de vidéo. Vous l'avez à l'écran, classement pilote, Fabio Quartararo devant Maverick Viñales, Andrea Dovizioso. On peut voir que Viñales est déjà à 10 points, que Dovizioso est à 24 points. On retrouve ensuite Nakagami, Paul Espargaro, Valentino Rossi, Jack Miller, Alex Marquez, meilleur débutant pour le moment avec 12 points. On se moque beaucoup d'Alex Marquez, mais pour l'instant, il marque des points quand il le faut. Certes bien aidé par les abandons de Brad Binder. On trouve ensuite Johan Zarco, 9e du championnat, devant Joan Mir. Quelques pilotes n'ont pas encore marqué de points, dont Alex Espargaro, Iker Lecuona et surtout Marc Marquez. Pour le moment, du côté du classement par équipe, on retrouve Petronas devant avec 61 points, 5 points d'avance sur Yamaha, le team officiel. On retrouve ensuite Ducati avec 33 points, donc c'est-à-dire qu'ils ont déjà une trentaine de points de retard, enfin un peu moins, 28 sur le team Petronas. Pramac qui a quand même beaucoup de points de retard, déjà quasiment 40 sur la première équipe indépendante qui est Petronas également. On retrouve ensuite Alcer Honda. Le team officiel KTM, le team Reale Avintia qui n'a jamais marqué autant de points sur 2 manches, je crois depuis ses débuts en MotoGP. Ensuite Suzuki, Honda, KTM Tech 3 et puis Aprilia, bon dernier avec 5 points, tous marqués, je le rappelle, par Bradley Smith. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et puis nous, on se retrouve pour la Moto 2, la Moto 3, la Moto I. On va faire le débrief de toutes ces compétitions pour les audiences également cette semaine. Il y aura également les audiences radio que je vais essayer de faire assez rapidement. Enfin voilà tout ce qu'il y aura cette semaine sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.